Et maintenant, Annie, qui s'est occupée de la petite rédac. Bonsoir. De retour, comme hier, pour vous donner des nouvelles de la petite rédac et de vos enfants. Encore une fois, il n'y a pas que les grands qui font des choses intéressantes. Non mais... Donc, tout d'abord, pour mettre en valeur et moi aussi donner quelques remerciements, notamment à une équipe de l'émission de mercredi qui a du coup conduit un reportage aujourd'hui qui était vraiment intéressant et que vous pourrez entendre donc dans l'émission mercredi. On vous donnera toutes les informations utiles. Mais là, tout de suite... On voudrait vous parler du travail de la petite gazette. Alors non pas que petite rédac, petite radio, petite gazette, tout soit petit, c'est pas vrai. L'ambition est là et j'aimerais bien que du coup les enfants qui ont participé viennent nous rejoindre. Allez, courage! Allez, asseyez-vous les enfants. Parce que, voyez-vous, ils ont travaillé, ces enfants-là, sur la liberté d'expression. C'était pas mal comme idée pour ce festival. Et ils ont du coup 2-3 mots à nous dire. Zora, tu veux commencer ? Bonjour. Nous, on a travaillé avec une illustratrice. Que peut-être qu'après vous allez attendre son histoire. Donc on a dessiné quelques dessins sur la liberté d'expression. C'était super et je vais laisser mon partenaire vous raconter l'histoire de l'illustratrice. C'est Horace ? Alors, elle s'appelle Nadia et elle vient de la Tunisie. Et elle est née dans un pays où il y avait un dictateur. Et alors, il n'y avait pas la liberté d'expression. Alors, les gens, ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient. Et alors, après, à 15 ans, quand elle est à Paris, elle voyait tous les journaux qui disaient... qui critiquait les présidents et elle trouvait que c'était incroyable. Et après, à 38 ans, il y a eu une révolution en Tunisie et après ils ont eu le droit de dire ce qu'ils voulaient sur le président et tout. Et après, elle a fait un dessin qui s'appelle Le chat from Tunisie. Willy's from Tunisie. Et... ouais, et après, alors elle fait beaucoup de dessins maintenant. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on va voir les dessins qu'on a faits. Voilà. Donc, ces enfants ont travaillé avec les journalistes des éditions Milan, les revues dont je parlais hier déjà. Et voilà ce que ça a donné pour aujourd'hui. Voilà 2-3 petites leçons. Hein. Merci encore les enfants et bravo.
Et du coup, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on enchaîne tout de suite avec le webdoc. Allez les enfants. Ouais, allez, courage. Ça va bien se passer. Vous connaissez ce monsieur, il me semble. Donc on va vous montrer, comme hier, de quelques petits extraits de webdoc, comme ça vous allez comprendre ce que ces deux enfants font là, à droite et à gauche d'MC Solar. Vous allez avoir une petite surprise. Donc, un travail d'abord avec Alain Laboile, qui est le photographe qui est exposé dans la cour de l'école. Les appareils photo, ils faisaient que des photos en noir et blanc. Ouais. C'est peut-être ça? Non, c'est pas ça en fait. C'est mon père, il aime bien faire des photos qui sont noir et blanc. Mais pourquoi il joue Et avec notre chat, c'est celui qui a disparu. Et en fait, ça, c'est ma grande sœur qui a fabriqué une couverture et Nil l'a adorée. Attention, c'est loin. C'est précieux. Sténopé. Attention derrière. Donc là maintenant, on va ouvrir l'obturateur. Donc si... Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes là? On est en train de faire des photos avec des appareils photo. Comment s'appelle votre appareil photo? Le Sténopé. Comment ça se passe, ça vous plaît? Oui, c'est bien. Moi, j'aime bien les photos. Alors, faire avec un appareil photo comme ça, c'est une belle expérience. Et une interview. Il me semble qu'on connaît la personne. MC Solar est votre vrai prénom? Est-ce que MC Solar est mon vrai prénom? Non, ça n'est pas mon vrai prénom. C'est un pseudonyme ou un nom d'artiste. Mon vrai prénom, c'est Claude. Pourquoi avez-vous accepté de devenir le parrain de ce festival? Pourquoi j'ai accepté de devenir le parrain de ce premier festival? Eh bien c'est simple, c'était pour découvrir, voir quelque chose qui n'existe pas, ça c'est toujours bien, et puis vous rencontrer finalement, parce que je savais qu'il y avait plein de choses, et puis voilà, c'est vraiment découvrir des choses. Depuis combien de temps chantez-vous? Ouh là 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 là, je crois que je chante depuis bien avant ta naissance, hein. Ça doit faire 25 ans que je chante. Je les connais par cœur maintenant. Que pensez-vous du métier de journaliste? Le métier de journaliste, c'est un bon métier parce que au lieu d'être, comment on appelle ça, enfermé sur sa discipline, on est ouvert sur le monde. C'est un beau métier. Merci. Y a-t-il pour vous des points communs entre votre métier de chanteur et le métier de journaliste? Oui, il y a des points communs. C'est-à-dire que alors, le métier de rappeur, entre guillemets, on réfléchit à des choses, et puis on fait des espèces de... Oui, des fois ce sont des éditoriaux, des fois ce sont des points de vue, des fois ce sont des opinions. Et vous avez des exemples de chansons? Oh ben oui, j'ai une chanson qui racontait un fait divers, qui s'appelle Armand est mort. C'est l'histoire d'un jeune Armand. Bien dans sa peau. Et auriez-vous un message à transmettre aux enfants qui regardent cette interview à propos du journalisme des médias? Qu'est-ce que je pourrais dire? Que vous êtes le futur, vous êtes l'avenir. Et donc, il faut bosser à l'école. Pour être journaliste, autre chose, hein. Très 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 important. Vous travaillez à l'école et vous allez au moins jusqu'au bac. Auriez-vous un message à transmettre aux Français qui nous regardent après les événements qui se sont produits récemment? Alors, un message dans ces temps difficiles aux jeunes Français, je dirais,
concorde. La concorde, c'est un mot de 8 lettres. C-O-N-C-O-R-D-E. C'est-à-dire pas être les uns contre les autres et essayer d'aller dans le même sens avec intelligence. Voilà, ce serait le mot à regarder dans le dictionnaire et qui peut être intéressant. Le temps passe. Allez à Jacta Est. Combien de Budapest ou de Gare de l'Est? Le temps passe. Alors, carpe diem. Parce qu'il faut du temps pour les gens qui s'aiment. Le temps passe. Allez à Jacta Est. Combien de Budapest ou de Gare de l'Est? Le temps passe. Alors, carpe diem. Alors, carpe diem. Alors, carpe diem. Alors, carpe diem. Ouais. Là, on s'incline devant tant de professionnalisme. Hein. Merci beaucoup. Merci les enfants, c'est super. Voilà, donc merci encore. Et je dois annoncer quelqu'un qu'on a retardé énormément parce qu'on est resté très longtemps et je présente toutes mes excuses. On avait vraiment envie de montrer le moment super qu'on avait passé cet après-midi avec toi. Ouais, merci infiniment. Et donc, David Thompson, qui va nous rejoindre et qui risque d'être un tout petit peu moins gai. C'est ce qu'on m'a dit. Merci. Ah, c'est moi qui commence. Oh. Non, en fait, on s'était dit avec MC Solar, tiens, il y a un rappeur parmi nous, et c'est vrai que moi je travaille sur les djihadistes français, et au sein des djihadistes, il y a beaucoup de gens qui sont d'anciens rappeurs. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, il y a plein de mystères sur ce sujet-là, et cette partie du sujet est assez... j'ai pas d'explication, moi, vraiment aboutie sur pourquoi. Et donc, je me rappelle, puisqu'on est au Festival du journalisme vivant, on raconte des histoires pour incarner les histoires. C'est ce que font les éditions Les Arènes, la Revue 21, pour raconter la petite histoire pour comprendre un peu la grande. Moi, je me rappelle d'un rappeur tunisien, je crois que tu le connais aussi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2013 chez lui, à la Manouba, c'est en banlieue de Tunis. Et ce rappeur, il s'appelle Emino. Et il était connu en Tunisie pour chanter des chansons très bling-bling, des chansons où ça parlait beaucoup de femmes, de sexe, de drogue, de fumette. Il a fait beaucoup de prisons en Tunisie à cause de son petit penchant pour la fumette. Gros penchant. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans son studio, chez sa maman, qui est par ailleurs employée du ministère de la Justice en Tunisie, donc plutôt classe moyenne, dans une banlieue vraiment de classe moyenne. Et alors, le studio, il faut imaginer ce que c'est. C'est sa chambre qui est refaite en studio, avec... il est 11h du matin, je le réveille, des cendriers pleins de déchets, de restes de la soirée de la veille, des bouteilles de Jack Daniels terminées, le type se réveille, il rallume le pétard de la veille, bon voilà, ambiance. Et j'apprends, un an après, que ce Emino, qui était à des années-lumière de toute forme de piété, a rejoint l'État islamique et il poste sur sa page Facebook, qui postait des choses tout à fait différentes encore quelques semaines avant, sa photo sur une grande place de Mossoul avec le drapeau de l'État islamique. Et donc ça, en Tunisie, ça a sidéré beaucoup de gens, jusqu'à ses copains rappeurs, notamment le rappeur tunisien Weld El 15, qui... Khamous Tacha. Ouais. Je sais que dans la supérette tunisienne, ce rappeur, on l'appelle Khamous Tacha, qui veut dire 15. Ah oui, voilà, ouais. Et lui-même ne comprenait pas qu'est-ce qui a pu faire basculer ce rappeur tunisien qui avait un certain succès en Tunisie, qui était issu de la classe moyenne finalement, qui n'était pas issu des couches les plus populaires de la société tunisienne. Et chez les Français, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans le rap avant, qui chantaient, qui dansaient. Là, il y en a un qui était connu pour... Il y a une vidéo d'un djihadiste qui a menacé la France récemment, un Français, qui est originaire de la région parisienne, et qui s'était fait connaître pour avoir fait un petit happening de danse sur un concert d'Amel Bent,
Ouais. Et voilà. Alors, mais finalement, en fait, ce que je me dis au fond, c'est que ces gens qui étaient dans le rap avant, finalement, est-ce qu'ils ont tant que ça changé leur mode de vie au sein de l'État islamique? Est-ce qu'ils n'ont pas... alors ça, c'est la fameuse théorie qui a été développée, dont un chercheur assez connu qui s'appelle Olivier Roy a parlé, mais en fait qui a été initialement forgé par un anthropologue qui s'appelle Alain Berthaud, sur la fameuse islamisation de la radicalité. Est-ce que ces gens-là, en fait, ont tant que ça changé leur mode de vie? Est-ce qu'ils n'ont pas islamisé? En fait, les mêmes jurons, les jurons de un peu de cité, sont remplacés par des jurons islamisés. Finalement, les chants, le rap, etc., deviennent des chants, les fameux anachides, ces chants qu'on entend beaucoup au sein de l'État islamique, qui sont des chants où il n'y a pas d'instrument parce qu'ils considèrent que la musique est illicite, mais en fait la musique, elle est toujours là. Ils écoutent ces anachides du soir au matin, et la seule chose qui est interdite pour eux, c'est les instruments de musique, ils disent. Et donc mais voilà, mais finalement, est-ce qu'ils ont tant que ça à changer? Mais alors, quelle est ton analyse, toi, MC Solar? Ça ne va pas être une analyse, mais je vois qu'il y a des passerelles, passer de, comment on appelle ça, d'une posture à l'autre très facile, parce que une partie du rap, hein, pas de façon générale, aime bien, comment on appelle ça, ce qu'on va appeler le bling-bling ou l'arrogance verbale, ou bien être, comment on appelle ça, au-dessus, aéroporter, montrer, parler de soi, dire qu'on est un peu le meilleur. Ça, c'est l'acte 1. Et peut-être que la version de l'islam qui est proposée par les équivalents de l'État islamique, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que nous sommes les meilleurs, les autres musulmans ne sont pas au même niveau que nous, ce sont des apostats ou autre chose comme ça. Et donc, clac, il y a un point commun. Nous sommes un petit peu des surhommes. Ça pourrait être une des choses. La deuxième chose, c'est que, par exemple, pour ce rappeur, que les gens de ma supérette m'ont dit que comment se fait-il qu'on l'aimait bien, il était comme nous, il est passé de l'autre côté. Lui, c'était pas justement les extravagances. C'était quand on l'aimait bien, c'est parce qu'il avait un message de liberté, d'ouverture, etc. Et peut-être que la rédemption ou le nouvel arrivant va toujours dans une version plus loin. C'est-à-dire qu'il avait fait tellement de vidéos, tellement d'images, tellement de choses qu'il a voulu être le plus voyant possible aussi dans son changement. Mais c'est vrai que dans toutes ces histoires de violence, et je suis meilleur, la passerelle est plus facile. Alors j'imagine, parce que j'en ai écouté avant-hier, un rappeur qui fait du rap écologiste, biologique, qui va parler du bien-être de, je sais pas, du poireau, ou bien de comment ça s'appelle cette algue tchadienne. Il y avait un atelier sur les dérangeurs là. La spiruline. Et ben lui, voilà, en fait, c'est le personnage que les gens se font. À aucun moment, il pourrait passer d'un extrême à l'autre. Il lui faudrait vraiment beaucoup de... C'est pas des sas de décompression, mais beaucoup d'ascenseurs. Alors, parce qu'il y a, disons que c'est beaucoup plus humain. Est-ce que cette réflexion est juste? Je ne sais pas. Mais donc, tu es en train de nous dire que dans le rap, il y a ce narcissisme, il y a cette volonté de puissance, de montrer qu'on est supérieur aux autres, qui joue, qui séduit, qui peut faire que des gens se disent bah, « tiens, j'ai envie d'être rappeur ». C'est des ressorts qui sont un peu les mêmes pour ceux qui peuvent rejoindre les rangs des djihadistes. Je dis qu'il y a une cloison, et quand on parle de cette cloison à l'autre cloison, eh ben, les deux s'entendent. C'est possible, c'est pas sûr qu'ils passent. Et puis... j'en ai vu en Allemagne aussi, par exemple, un rappeur allemand. Des O-Dog. Ah, je connais pas les noms, mais et puis un Belge plutôt. Alors, ça me donne quelquefois envie de savoir ce qu'il faisait avant, mais je suis sûr que c'était pas des choses qui étaient un peu posées. Et quand on regarde même historiquement, dans l'histoire du rap, après la Zulu Nation, il y avait toujours un mot à la fin des chansons, après les dédicaces à rallonge et tout ça, c'était peace.
c'était la paix. C'était encore un rap, comme on appelle ça, de proximité, de constat du quotidien, de je raconte mon histoire, dans telle rue il y a eu ceci, il y a eu cela. Et puis, attention, hein, je ne vais certainement pas accuser la société. Mais lui-même a changé. Maintenant, il faut toujours être le meilleur, avoir la plus grande voiture, parler de... Et on est beaucoup plus proche de ça, ces gens qui ne considèrent pas l'humain au même niveau. Peut-être. MC Solar aurait pu rejoindre l'État islamique ? Non. Non. Mais c'est quand même... c'est-à-dire que en allant chez un marchand, on appelle ça des 4 saisons, ou un dépanneur, ou quelqu'un de nuit, je lui parle pour savoir ce qui se passe en Tunisie, en parlant du rappeur, là, Monsieur 15, Monsieur Ramous Tacha, et il me dit, oui, lui, il existe encore, mais son pote, il est parti, et il se trouve... bon, ben, ça circule, quoi. Quand je dis ça circule, c'est que oui, même ici, ils étaient étonnés. Ils l'écoutaient. Alors, là, ma théorie, c'est est-ce que ce ne sont pas des bonnes recrues puisqu'ils ont déjà la parole? Alors peut-être qu'ils sont victimes de quelque chose, ou pas. D'ailleurs, maintenant, le rappeur Emino chante ses fameuses anachides pour l'État islamique. Ouais. En tout cas, ça correspond à un trait commun à tous les djihadistes, c'est d'avoir une vie qui était la leur avant le djihad, qui n'avait absolument rien à voir avec la religiosité, avec la piété. Et c'est des gens qui très vite basculent. Et effectivement, souvent dans les entretiens, on voit qu'il y a quelque chose qui ressort, c'est cette volonté de rédemption, cette volonté de se laver de ce qui est perçu comme des péchés également. Donc je pense que ça doit jouer également pour ces rappeurs. Merci Claude. Merci. On voulait se rencontrer. Et ben c'est fait. Bonsoir. Certains étaient là hier. On a ouvert la boîte à rêves à la même heure. Elle est devant la maison des gens de Garonne, à la gauche du bar plus précisément. Voilà, ce festival est la preuve qu'un rêve peut devenir réalité, parce que je pense qu'il a été porté et qu'il a été longtemps un rêve. Et aujourd'hui, on est là ensemble et pour de vrai. On propose dans cette boîte à rêves que vous, le public, les festivaliers, que vous soyez journaliste ou pas du tout, ou bien au contraire pas du tout journaliste, vous nous glissiez un rêve de reportage que vous rêvez de commander peut-être à quelqu'un, en imaginant que tout soit possible, ou bien de partir vous-même le réaliser, ce reportage. Peu importe. On ouvre grand les fenêtres et c'est à vous de vous projeter dans ce possible. Voilà, donc... MC Solar va l'ouvrir, et ce sont les rêves du jour, vos rêves du jour. Il y avait aussi des dessins d'enfants hier. Au hasard ? Au hasard. Notre grand lecteur n'est pas là, nous allons les lire. Oui. Je te laisse choisir peut-être. Hein. C'est une main innocente, c'est toujours mieux. Je rêve d'un monde où certains clichés ne seraient plus réalité. Oui, pardon, Lolilol. Lolilol. Alors, je rêve d'un reportage sur un Touareg à Paris. Un Touareg qui vivrait à Paris. Il y en a. Un reportage qui s'invite à différents comptoirs et bistrots et qui réceptionne la parole de ces personnes qui ont tant à dire sur leur vie. C'est signé. Non, c'est pas signé. Je rêve qu'un jour, je ne discute pas avec Maurice avec mon arme, mais que je discute avec lui avec mon cœur.
Je rêve qu'un jour Maurice ne lave pas mes treillis pour une misère parce que sa famille crève la dalle. Je rêve qu'un jour je puisse refaire la transsahélienne, non pas avec mon blindé, mais avec ma famille. Je rêve qu'un jour les peuples parlent la même langue, même s'ils n'ont pas la même bouche. Pardon pour la mauvaise imitation de Martin Luther King, un militaire. Voilà. Un petit dernier. Je rêve de faire un reportage dans un monde où la guerre n'existe plus, l'harmonie et la paix étant devenues générales. Je rêve de ne réaliser plus que des reportages sur des faits positifs. Ça existe déjà, c'est une certaine forme de presse. Je ne sais pas si on... Voilà. Si le monde est comme ça, on pourra faire ça, mais c'est peut-être pas ce qu'on rêve de faire quand on est journaliste. Et que, voilà. Il en reste encore, oui. Mais celui-là, je viens de voir le début. Alors je rêve qu'on se souvienne de l'histoire, du travail, de tous les journalistes que nous n'oublions pas, et que nous n'oublions pas, et que nous n'oublions pas tous ceux qui ne peuvent pas témoigner. Il y en a un joli, je crois qu'il est pour vous. C'est le dernier. Ouais. On vous lit ce dernier-là. Je rêve de la première projection de cinéma en plein air sur la Lune. À l'affiche, trous noirs et autres contrariétés. Les spectateurs témoigneraient, qu'ils soient terriens ou non terriens. Voilà. La boîte à rêves, elle vous attend. Ça peut être des sujets très, très sérieux aussi. Ça peut être, voilà, des clins d'œil. Et puis, vous avez atelier d'écriture demain matin à 10h à la Corderie. Et là, on prend bien sûr plus de temps d'écrire. Voilà. Merci. 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 Je voudrais juste annoncer, parce que ce n'est pas inscrit dans le programme, que demain à 11h, sur la place du village, il y aura des lectures de Marie Desplechin, Kamel Daoud et d'un texte de Scholastique Mukasengwa. Voilà, demain à 11h sur la place du village, et ce n'est pas dans le programme. Merci, merci à Claude.